Gabonais, qui s'appelle Monsieur André Mbaobam, qui est né le 15 juin 1957 à Melouneux au Gabon, c'est-à-dire le chef-lieu du département du Haut-Komo, dans la partie donc nord du Gabon. Il a été plusieurs fois ministre sous la présidence du feu président Omar Bongo Ondimba. Il s'est présenté lors de la dernière élection présidentielle anticipée de 2009 comme candidat indépendant. Et je voudrais aussi vous signaler que il est arrivé officiellement, d'après les chiffres qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle du Gabon, derrière M. Ali Bongo Ondimba, que beaucoup de Gabonais qualifient de président illégitime. Pour certains, c'est le président légitime. Alors, M. Ondimba Obam, il revendique la victoire, puis il s'est proclamé président de la République gabonaise le 25 janvier 2011, ce qui lui vaut d'être accusé par le gouvernement donc de M. Ali Bongo pour haute trahison. Là, nous avons la présentation globale de M. André Mbaobam, que beaucoup d'auditeurs connaissent. Alors, nous avons M. Guilou qui est en ligne en attendant l'arrivée de M. André Mbaobam. Bonjour, M. Guilou. Oui, bonsoir, M. Mouketou. Voilà, bonsoir chez vous. Voilà, donc nous recevons M. André Mbaobam dans quelques instants. Est-ce que, avant qu'on le prenne, vous pourriez en peu de temps présenter la situation politique de votre pays, le Gabon? La situation actuelle est une situation qui est celle depuis 2009. C'est-à-dire qu'il y a un réel blocage politique au niveau des institutions et au niveau de la vie politique gabonaise, qui est en grande partie due à des élections qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas claires dans tous les sens. L'opposition gabonaise a demandé, de façon à ce que ça ne se reproduise plus des élections non crédibles, l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais. Donc c'est le grand cheval de bataille actuellement de l'opposition gabonaise depuis 2009. Cette opposition qui ne reconnaît toujours pas les chiffres de 2009. Donc c'est ce qui entraîne tout ce blocage de la vie politique gabonaise actuellement. Alors, suite à la rencontre de Paris de juin 2012, la récente rencontre de l'opposition gabonaise et de la diaspora gabonaise en France, il a été proposé un chronogramme qui vise à mettre en place un avenir prometteur pour la démocratie gabonaise, dont l'élément phare de ce chronogramme est la conférence nationale souveraine que nous souhaitons tous, de façon à ce qu'elle permette de pouvoir réoxygéner cette vie politique et de pouvoir mettre un peu à plat nos institutions, de mettre le compteur à zéro, parce que tout est bloqué actuellement. Donc c'est ce qui est proposé aujourd'hui au pouvoir en place, de façon à ce que ça puisse être une alternative crédible et démocratique à un dialogue qui viserait à créer de nouvelles institutions, à donner au Gabon une Assemblée nationale qui correspond à leurs aspirations et à leur vote, et non une Assemblée nationale qui est monocolore actuellement, à pouvoir refaire nos institutions de façon à ce qu'elles soient plus démocratiques et plus légitimes. Ensuite, permettre au Gabon de pouvoir avoir une nouvelle constitution qui tient compte de l'époque moderne que vit le Gabon et des ambitions qu'elle affiche au point de vue international, et qui tiennent compte aussi des aspirations des Gabonais à une démocratie et à plus de liberté. Et à partir de là, dans ce chronogramme, il est mis en place un Conseil national gabonais de transition qui devrait permettre de pouvoir gérer le pays pendant une période de transition, qui permettrait à mettre tout en place, et après cette période de transition qui prendrait fin en janvier 2014, nous irons à de nouvelles élections.
c'est-à-dire aux élections législatives, aux élections locales et à une élection présidentielle crédible. Voilà un peu la situation. Donc, je pense que le secrétaire exécutif de l'Union nationale, M. André Baobam, en est conscient, plus qu'il a été partie prenante et active à la mise en place de ce chronogramme à Paris avec les autres de la diaspora. C'est actuellement tous les yeux sont dirigés vers cette conférence nationale que pour l'instant le pouvoir, et c'est de bonne guerre, a rejeté en bloc, en faisant savoir que actuellement le Gabon n'était pas en crise et qu'il n'avait pas besoin d'une conférence nationale. Bon, moi, en ce qui me concerne et par rapport à la position de mon parti politique, nous estimons que le pouvoir, c'est de bonne guerre de pouvoir d'emblée comme ça balayer d'un revers de main un travail qui permettrait pacifiquement de sortir le Gabon de la crise actuelle où il s'est englué. Donc on arrivera forcément à cette conférence nationale parce que de part et d'autre des deux camps, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, j'estime que tout le monde souhaite ces conférences nationales de façon à ce que une issue pacifique puisse être menée à cette crise que je répète, que les Gabonais subissent, en plus de la situation sociale qui est complètement catastrophique, que ça soit au niveau scolaire, avec les grèves des étudiants, avec les résultats des élèves dans les concours d'entrée en 6e ou du bac, et avec la volonté gabonaise des Gabonais de pouvoir aller au-delà de la pseudo-dictature qu'ils vivent en ce moment. Voilà un peu en résumé. Docteur Guilou, le temps c'est tellement d'avoir le docteur Mouketou. J'ai aussi une autre question pour vous. Est-ce que cette démarche de l'opposition, ce n'est pas un peu tiré un peu par les cheveux? Certaines personnes pensent qu'il serait certainement souhaitable de laisser le président actuel finir son mandat et préparer certainement que les élections dans 4 ou 5 ans. Alors, que répondez-vous par rapport à ça, que cette conférence nationale, c'est une forme, j'allais dire, de coup d'État qui ne dit pas son nom. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Ça fait partie effectivement des éléments importants de la négociation qui doit continuer avec le pouvoir pour arriver à une solution. C'est-à-dire que cette conférence nationale n'est nullement un coup d'État fait par l'opposition. C'est quelque chose qui doit permettre de mettre nos institutions, notre démocratie à plat. Et à partir du moment, parce que nous ne pouvons pas faire des élections dans les conditions actuelles du système politique gabonais. Nous ne pouvons pas faire des élections dans le système actuel électoral gabonais. Donc avant même d'envisager une quelconque renversement ou coup d'État du régime, il faut d'abord que nous mettons en place nos institutions. Donc c'est le but de cette conférence. À partir de là, effectivement, nous partirons sur de nouvelles bases qui doivent nous permettre de pouvoir avoir des élections crédibles et un renouvellement ou une alternance au sommet de l'État. Il est nullement question, par rapport à la position de mon parti politique, de participer à cette conférence nationale dans le but de pouvoir faire un coup d'État ou quelque chose qui soit antidémocratique. C'est une voie démocratique, c'est une issue pacifique à la situation. Et c'est pourquoi nous y adhérons. C'est pas pour faire un coup d'État au régime actuel. Je pense pas que, vu le travail, vu l'état de notre démocratie, vu l'état de nos institutions, vu l'état de notre système politique, qu'il soit aujourd'hui envisageable de pouvoir tout bouleverser comme ça d'un seul coup et aller encore dans parce que les choses ne seraient pas réglées de fond. Nous voulons les régler de fond avant de pouvoir sauter un peu plus haut. Mais de l'autre côté, une partie certainement des membres de l'opposition ne reconnaît pas la légitimité de M. Ali Bongo, ne reconnaît même pas M. Ali Bongo comme président un peu de la République. Est-ce que cela ne complique pas un peu votre démarche? Est-ce que vous reconnaissez certainement la légitimité et puis reconnaissez M. Ali Bongo comme le président de la République du Gabon? Vous savez,
Les Gabonais qui n'ont pas voté pour le président Ali Bongo dans leur majorité ont le droit de ne pas reconnaître la légitimité de la présidence de Ali Bongo parce qu'ils considèrent effectivement que on leur a voté, on leur a volé leur vote, on leur a volé leur victoire et on leur a volé la parcelle de pouvoir que leur confère le suffrage universel par le droit de vote. C'est tout à fait légitime qu'ils ne reconnaissent pas cette légitimité. Bon, une chose, aujourd'hui, c'est le président Ali Bongo est président de la République sans légitimité. Mais il est quand même président de la République. Hein, c'est lui qui représente le Gabon dans les déplacements, dans les institutions. Nous ne pouvons pas le nier aujourd'hui. C'est lui qui engage l'État, que ce soit dans les dépenses ou dans les emprunts. Nous ne pouvons pas le nier. Je ne pense pas qu'il y ait un obstacle à cette conférence nationale du simple fait qu'il y a une non-reconnaissance de la légitimité de la présidence Ali Bongo ou de son élection. Je ne pense pas que ce soit un obstacle. Ok, d'accord. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure. Je vais aller du côté de M. André. Bonsoir. Bonsoir, M. Boissard. Alors, M. André Boissard. Bonsoir, M. Jean Roger. Voilà, comment allez-vous, cher frère? Je vais très bien. Voilà, alors, en attendant certainement l'arrivée du docteur Mouketour, la semaine dernière, vous avez parlé un peu de la résolution de votre conclave qui a eu lieu à New York. Vous avez promis certainement de nous amener certainement, j'allais dire, le résultat, j'allais dire de diffuser un peu le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement peut-être maintenant faire un peu le point, nous donner pratiquement, j'allais dire, des points importants, j'allais dire les décisions importantes que vous avez prises, j'allais dire, à votre conclave? Bon, mais je pense que nous avons eu toute une journée de travail. Cette journée de travail était basée sur les réunions qui ont eu en France, comme je vous ai dit dimanche dernier. D'abord, la réunion entre la diaspora, l'opposition gabonaise et la société civile. Cette réunion nous a inspiré à avoir la réunion que nous avons eue ici aux États-Unis, y compris, que nous avons pensé que c'était aussi nécessaire de nous réunir, vu que M. Ali Bongo rencontrait le président François Hollande. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est surtout la crise politique qui se vit au Gabon, parce que sans cette crise, ces réunions n'auraient pas eu lieu. Et d'ailleurs, l'importance de la rencontre de M. Ali Bongo et le président François Hollande était aussi due au fait qu'il y a une crise politique, comme Dr Guilou disait tout à l'heure. Bon, maintenant, les conclusions de cette réunion étaient de réaffirmer l'existence de la crise politique qui se vit au Gabon. Cette crise politique dont le pouvoir en place ferme les yeux, à volonté bien sûr, pour confirmer l'idée que le monde entier se fait de ce pouvoir qui a géré le Gabon pendant 45 ans. Parce que il n'y a pas de différence entre Ali Bongo et Omar Bongo, étant donné que c'est le même système, le système PDG et le système aussi des Bongoliens qui ont en fait géré le Gabon. Donc, nous avons eu l'occasion de réaffirmer et d'écouter d'abord tout le monde et d'évaluer tout ce qui est dit, non seulement du côté de l'opposition, mais aussi de la société civile sur le plan local, mais aussi de faire une synthèse de comment le Gabon est géré et comment le Gabon, disons, le pouvoir en place refuse de se mobiliser pour résoudre les problèmes des Gabonais. Donc, quand nous avons identifié les mots, disons, dont le Gabon souffre, nous avons pensé qu'il fallait aller dans la même démarche que la rencontre qui a eu
lieu à Paris, c'est-à-dire l'opposition plurielle, la société civile, et tous ceux qui étaient invités à cette réunion. Au sortir de cela, nous avons, d'abord, avant de prendre quelques résolutions, nous avons d'ailleurs lu le mémorandum que cette réunion de Paris a pu produire, et après cela, il y a eu quelques interventions et nous avons travaillé sous forme d'atelier. Donc, je vous dis que nous avons pris toute la journée de samedi pour essayer de produire un mémorandum qui est un mémorandum, je pense, disponible parce que nous avons mis ce mémorandum à la disposition de plusieurs Gabonais. Et certainement, je pourrais vous envoyer une copie. Bon, maintenant les grandes lignes. Les grandes lignes étaient de réaffirmer la crise, premièrement. Deuxièmement, prendre en compte, disons, tous les éléments la plupart des éléments que la rencontre, l'opposition et la société civile et la diaspora de France a pu, disons, mettre en place, notamment l'important, disons, la rencontre dans l'immédiat ou dans les jours ou les mois qui suivent, la rencontre qui pourra, disons, dont nous avons appelé, dont les autres appellent bien sûr la conférence nationale. Mais comme cette idée de conférence nationale apparemment a été balayée par le représentant ou le porte-parole de la présidence ou de M. Ali Bongo, nous avons pensé à une réunion constitutive, une assemblée constitutive qui est à peu près, qui est la même chose. En fait, c'est tout simplement les termes qui manquent, plutôt qui changent. Donc, nous avons aussi essayé de donner quelques points qui pourraient constituer, disons, le menu de cette assemblée constitutive ou constituante. Dont certains étaient bien sûr de la réforme totale, bien sûr, comme le docteur Guilou disait tout à l'heure, de notre système, de système politique chez nous. Je pense aujourd'hui que l'urgence de cette assemblée constituante ou de cette conférence nationale est d'une importance capitale parce que pour nous les Gabonais, ou pour la plupart des Gabonais, y compris moi, nous pensons que M. Ali Bongo est passé au pouvoir par un coup d'État électoral. Mais il y a une règle dans ce genre d'histoire. Oui, mais la règle, c'est quoi? Monsieur Boissard, justement, oui? je veux profiter pour vous poser quand même une question que j'ai un peu posée tout à l'heure au docteur Guilou. Hein. Alors, vous, personnellement, vous ne reconnaissez ni la légitimité de M. Ali Bongo, ni la légalité de M. Ali Bongo. Alors, comment vous pouvez certainement engager certainement des négociations avec quelqu'un que vous ne reconnaissez même pas du tout? Mais docteur, plutôt, monsieur Jean-Roger, le manque de reconnaissance de quelqu'un ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas dialoguer. Vous avez quelqu'un qui a pris le pouvoir en otage. Il a pris le pouvoir en otage, il le pris en otage, il gère les institutions de l'État, il engage bien sûr le pays dans certaines réunions, il représente, disons, il est le président, disons, reconnu par les institutions internationales. Quelle que soit sa nature, et quelle que soit, disons, l'idée qu'on se fait de lui, même si il était en fait, même s'il était le diable, disons, en personne, et que
le règlement du problème gabonais devrait passer par lui, étant donné que nous sommes constitués maintenant en deux camps. Donc, son camp est le camp de l'opposition. Nous n'avons d'autre choix si ce n'est de lui tendre la main, parce que la règle dans l'affaire de coup d'État, c'est quoi? Que ça soit un coup d'État électoral ou un coup d'État par main armée. La règle, c'est quoi? La règle est que si vous pouvez passer par un coup d'État et être, disons, et continuer votre pouvoir en installant, disons, un pouvoir équitable, reconnu par les Gabonais. Mais M. Ali Bongo ne veut pas le faire. Bon, maintenant, l'autre règle, disons, la deuxième chose qui pourrait arriver, c'est quoi? Quelqu'un qui fait un coup d'État, s'il ne fait pas attention, s'il n'écoute pas le peuple, le coup d'État lui arrivera aussi. Je ne veux pas dire que je suis en train de préparer un coup d'État, mais nous disons ceci. Tout ce que nous avons connu dans certains pays n'est pas forcément quelque chose que nous pouvons aussi éviter, parce que la règle est toujours la même. Quand un pouvoir appartient au peuple et vous marchez sur le peuple, il y aura un jour le peuple prendra le dessus sur vous. Ça, c'est une règle à la fois naturelle, mais aussi à la fois sociale, que tout le monde a connu et tout le monde sait. Et M. Ali Bongo lui-même le sait, tous ceux qui sont autour de lui le savent. Donc, ici, c'est une main tendue de façon pacifique. Personne, aujourd'hui, quand on dit M. Ali Bongo, faisons la conférence, passons par une conférence nationale, personne n'a dit que nous allons venir avec les armes. D'ailleurs, nous n'avons pas d'armes. C'est une offre pacifique, M. Jean Roger. D'accord. Je reviendrai à vous tout à l'heure, docteur Guilou. Je vais aller certainement. Vous avez répondu à une partie certainement de la question. Est-ce que je reviens encore à la même question? Est-ce que cela ne va pas encore compliquer un peu les négociations, j'allais dire les débats? Vous, au moins, je crois que vous reconnaissez un peu la légalité, mais pas la légitimité. Monsieur Boissa, qui est membre d'un parti politique, ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité, certainement, d'un président, et qui demande à discuter avec le président, qui demande une conférence nationale. Est-ce que cela ne va pas encore compliquer encore la situation? Je vous repose cette question encore. Monsieur Jacques Roger, il y a deux éléments dans votre question. Il y a la légalité et la légitimité. Voilà. D'accord. Légitimement, M. Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné cette élection. La légalité, c'est que M. Ali Bongo a été investi. Il a prêté serment comme président de la République gabonaise. Vous me suivez? Allô? Oui, allô, oui, je vous suis. Oui. Voilà la légalité. Aujourd'hui, il est presque impossible de nier le fait que M. Ali Bongo Ondimba est adossé à un parti-État qui gère le pays depuis bientôt 45 ans. Ça, nous ne pouvons pas le nier. Donc, ça ne pose nullement un problème de pouvoir aller dans une conférence nationale. Cette conférence nationale n'est pas une négociation avec le pouvoir en place. Cette conférence nationale est un vœu du peuple gabonais relayé par les instances porte-étendard de ce peuple. C'est-à-dire... Oui, mais comment vous savez que c'est un vœu du peuple gabonais puisqu'il n'y a pas eu de sondage? Alors, comment vous le savez? Ben, nous le savons parce que le peuple nous parle. Nous faisons un travail qui est un travail de proximité, où nous recueillons au sein des réunions, au sein de toutes les campagnes que nous faisons dans les quartiers, des propositions, des avis. Et par rapport à ça, nous relayons sur la place publique les souhaits du peuple. C'est ça le travail d'un parti politique ou d'une société civile. Le peuple gabonais, en boycottant à 92% l'élection législative de 2011, a donné un signal fort au pouvoir. C'est-à-dire, il refuse d'être manipulé.
Il refuse de participer à toute forme de mascarade qui ne tienne pas compte de ses aspirations et de sa légitimité. Voilà aussi comment le peuple nous parle. Donc, cette conférence nationale n'est pas une négociation avec Ali Bongo Ondimba, encore moins une négociation avec le PDG. C'est un souhait du peuple souverain gabonais qui décide de pouvoir mettre sur la table tous les maux et tous les malheurs que vit ce pays. De façon mais Dr Guy, je reviens encore pour voir exactement, pour quantifier exactement, si vous voulez, un peu la volonté d'un peuple. C'est pendant les élections. Il y a eu les élections présidentielles au Gabon où il y a eu un vainqueur, même si vous contestez un peu cela, mais vous avez dit légalement qu'il est le président. Il y a eu les élections législatives, même si le taux de participation n'était pas assez élevé, mais le parti au pouvoir a remporté largement haut la main certainement ces élections. Donc pour quelqu'un qui n'est pas certainement gabonais peut se dire, écoutez, le peuple s'est déjà exprimé, que le parti au pouvoir contrôle les leviers donc de l'État, donc il faut composer avec cela et attendre les prochaines élections. Alors, que répondez-vous par rapport à ça, docteur? Si vous avez toujours les résultats, si vous avez toujours l'avis qui certifie que le peuple a parlé et que cet avis-là vient des tenants du pouvoir, quelle légitimité vous donnez à ces informations? Quelle légalité vous donnez à ces informations? Est-ce que le pouvoir en place sait ce que le peuple veut quand le peuple ne participe pas aux élections et aux activités qui l'animent? Ils peuvent nous dire comment le peuple aussi a voté ou comment le peuple a décidé? Non, je ne pense pas que le pouvoir peut nous certifier que le peuple gabonais est derrière eux. Et le pouvoir ne peut pas nous dire que les élections législative de 2011, le peuple gabonais y a participé. Vous savez, le renouvellement d'une assemblée nationale est un grand événement dans une république et dans une démocratie, parce qu'ils sont les représentants du peuple. Hein, l'Assemblée nationale, c'est un organe très important, notamment pour légiférer sur nos lois et pour animer l'activité gouvernementale et la contrôler. Alors, quand vous avez le peuple qui ne participe pas à une élection où il est censé mandater des représentants, que répondez-vous à ça? C'est que le peuple, c'est un refus, c'est un plébiscite du non. C'est comme si vous faites un référendum et le peuple refuse la politique et refuse la mascarade qui est organisée. Voilà aussi la manière dont il faut lire comment le peuple parle. Aujourd'hui, quand vous dites au peuple... De l'autre côté, est-ce qu'on ne peut pas dire que le peuple a déjà pris en otage par non seulement l'opposition et le parti au pouvoir, puisqu'il n'y a pas une grande manifestation de ce peuple-là pour non seulement le parti au pouvoir et non seulement l'opposition? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le peuple vous rejette, vous les politiciens? Mais de quelle manifestation, M. Jacques Roger, parlerez-vous? Ça voudrait dire que pour qu'il y ait une manifestation, il faudrait qu'il y ait une marche, il faudrait qu'il y ait de la violence, il faut qu'il y ait des émeutes. Non, les moyens démocratiques pour montrer que nous sommes Oui, mais les moyens démocratiques, c'est l'abstention. C'est le renoncement à aller exercer son droit de vote. Et ça, ils l'ont fait en décembre 2011. C'est un grand signal et c'est un signal fort qui a été adressé au gouvernement. La preuve, au lendemain des élections législatives, le pouvoir a commencé à tergiverser, à tourner en rond pour l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais. Pourquoi ils ont commencé à remettre ces propositions-là au goût du jour? Mais c'est parce qu'ils ont compris le signal qui leur a été donné pendant les législatives de 2011 en décembre. Donc, il ne suffit pas de faire des émeutes ou de crier ou de casser ou de brûler ou d'exercer une violence légitime pour se faire entendre. Il y a aussi le silence, il y a aussi le refus de participer à la vie politique et pour l'instant nous en sommes là. Aujourd'hui, quand on dit au peuple que nous vous avons écouté et que nous allons aller dans votre sens, c'est-à-dire le sens qui consiste à pouvoir remettre à plat nos institutions et notre système politique de façon à le rendre plus crédible et plus démocratique. Le peuple nous dit, bingo, on est avec vous, on vous suit, il faut que cette conférence nationale ait lieu. Et si le pouvoir d'en face, qui est un pouvoir illégitime, d'emblée s'imagine que cette conférence nationale va remettre au goût du jour le contentieux électoral de 2009 et va recontester sa légitimité, effectivement, il prend peur.
Et la première réaction est une réaction de durcissement. Et c'est ce que nous avons vu avec la déclaration du porte-parole de la présidence de la République, quand il a rejeté en bloc, sans l'avoir analysé, sans l'avoir compris, la portée de la conférence nationale souveraine. Mais je suis sûr qu'il reviendra sur cette décision, parce que on est obligé d'aller sur une table de négociation. On est obligé d'aller vers des voies pacifiques et démocratiques pour régler cette solution. Il y a pas d'autre issue à cela. Certains qui prennent la violence ou qui souhaitent la violence, et la violence c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. C'est pas un programme politique. C'est quelque chose, quand elle doit arriver, elle s'impose. Elle arrive toute seule et elle s'impose d'elle-même. On n'a pas besoin de la provoquer. Le jour que les Gabonais légitimement sauront que il faut qu'ils fassent une révolution, il faut qu'ils fassent leur printemps équatorial, ils le feront comme les autres l'ont fait. Personne ne va les activer. Parce que la liberté, ça ne s'active pas, ça se réclame et ça s'octroie. Voilà, donc c'est pas notre rôle pour l'instant de pouvoir imaginer ce cas de figure. On reste dans celui de la conférence nationale que nous souhaitons de tous nos voeux pour l'instant, malgré le fait que nous aurons à nous asseoir avec un pouvoir qui est légitime, mais bon, ce sont des Gabonais qu'on aura en face de nous, ce sont eux qui sont pour l'instant aux commandes, il faut qu'on trouve une solution. D'accord. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, en attendant certainement l'arrivée encore du docteur Mukitu, qui, je pense qu'il doit avoir certainement des petits soucis avec le numéro donc de son invité tout à l'heure. Alors, Monsieur André Boissat, j'ai certainement deux questions pour vous. La première question, quel est actuellement le premier parti donc d'opposition au Gabon? Le premier parti d'opposition gabonais. Est-ce que vous restez toujours le premier parti d'opposition? Et pas de l'UPG? Bon, disons que on ne peut pas, certainement, j'aurais du mal à répondre à votre question, tout simplement parce que on peut mesurer la capacité d'un parti ou le pouvoir d'un parti à partir de la participation aux élections de ce parti et les résultats de ce parti, disons, en fait. Bon, maintenant, dans notre contexte, le parti, l'Union du peuple gabonais, c'est ce qu'elle est, jusque, disons, après la mort du président Mamboundou. Il est bien vrai que sur le plan organisationnel, nous connaissons en fait quelques déboires ou quelques petits problèmes liés bien sûr aux membres du leadership, mais quand il s'agit bien sûr de sympathisants ou des membres, nous croyons à la fidélité bien sûr de Gabonais, à cette fidélité qui n'est pas en fait une fidélité liée au président Mamboundou, mais aussi aux idéaux du parti. Je pense que nous faisons partie de l'opposition gabonaise. Cette opposition, nous restons toujours, d'ailleurs, nous restons toujours cette opposition gabonaise, ce parti de l'opposition gabonaise qui contribue et qui contribuera bien sûr à la restauration, je veux dire à une installation d'une démocratie sincère et véritable qui pourra choisir un président digne que celui que nous avons en place. C'est tout ce que je peux vous dire, monsieur. Certaines personnes disent que on n'arrive pas du tout à percevoir un peu, si vous voulez, un peu la position ou bien le positionnement de votre parti par rapport aux grands, aux grandes questions, certainement du Gabon. Avant le décès de M. Pierre Mamboundou, on avait vu qu'il était déjà à un moment donné proche de M. Ali Bongo. Il avait été reçu par M. Ali Bongo. Certaines personnes disaient même qu'il avait accepté même l'idée d'être certainement son vice-président. Et ensuite, après son décès, nous avons l'impression que le parti se cherche encore. À la rencontre de Paris, si ma mémoire est correcte, votre parti n'était pas présent. Alors, est-ce que vous adhérez certainement pleinement à l'idée d'une réconciliation nationale et pourquoi? Votre parti, je ne parle pas de la rencontre de Washington.
Ok, d'abord, je pense que vous êtes mêlé les pinceaux là, en parlant bien sûr de la participation du président Mambondou de notre parti au gouvernement de M. Ali Bongo. M. Pierre Mambondou ne pouvait pas accepter le poste de la vice-présidence étant donné que de son vivant, c'est un poste dont il voyait l'inutilité. C'est-à-dire que le poste de vice-président, dans le contexte du président Mambondou, c'est un poste, c'est à peu près comme le Sénat au Gabon. Donc, le Sénat, la vice-présidence, pour le président Pierre Mambondou, c'était quand même des institutions à revoir. Donc, il n'avait jamais accepté l'idée d'être vice-président. Il est bien entendu qu'il y a eu des rumeurs qui ont dit qu'il devrait... Bon, il y a eu des négociations. Ces négociations, en fait, n'étaient pas dirigées par le président Mambondou. Je pense, avec la France, l'implication de la France, quand le président Pierre Mambondou était à Paris, le gouvernement français a quand même milité pour que au moins les deux se rencontrent. Le président Mambondou, en tant que bon démocrate, a rencontré M. Ali Bongo. Ils se sont parlé et quand ils sont allés au Gabon, je pense que le débat a pris une autre tournure. Dans les négociations, il était dit que l'opposition devait prendre la primature. Et le poste de ministre devait être, devait être équitable. Bon, le parti au pouvoir n'a pas accepté cela, surtout le PDG n'a pas accepté cela. Monsieur Ali Bongo, comme d'habitude, il a voulu en fait, il a voulu distraire les gens et le président Mambondou n'avait jamais accepté de rentrer dans le gouvernement selon l'agenda, bien sûr, de M. Ali Bongo et son parti. Bon, maintenant, vous avez dit que nous sommes absents dans le débat politique de notre pays. Je voudrais reconnaître que après la mort du président Mambondou, notre parti a connu quand même une situation dont aucun parti ne voudrait, disons, voir se retrouver. C'est-à-dire que nous avons eu un petit problème d'organisation interne. Le secrétaire général et le secrétaire exécutif ont presque mis le parti dans une situation d'embargo. C'est-à-dire que nous devions normalement aller aux élections à l'Assemblée générale pour choisir, disons, notre président. Mais les deux personnes ont pu mettre le parti dans une situation où nous ne pouvons pas aller dans une assemblée générale. Mais ce n'est pas un problème, puisque il faudra qu'il y ait certaines situations pour savoir exactement qui est qui. Donc, maintenant, nous sommes dans une situation d'une réorganisation. Bon, vous avez parlé de rencontres de Paris. Je voudrais vous dire ici que les rencontres de Paris ont été initiées par 4 à 5 personnes, dont André Boissa était parmi les personnes qui ont organisé ces rencontres, je crois, un mois même avant l'arrivée du président Hollande au pouvoir. Nous nous sommes rencontrés, on a eu des séances de travail, bien sûr des conférences téléphoniques, pour préparer cette rencontre. Bon, il s'est trouvé que pour des raisons organisationnelles, notre parti n'a pas été présent. Mais je voudrais vous dire ici que la rencontre de samedi dernier rentre dans la même lancée. Donc, même si notre parti n'a pas été représenté à Paris, au moins elle a été représentée à Washington et nous sommes en préparatif, bien sûr, d'une autre rencontre de toute la diaspora et notre parti compte y participer. Bon, maintenant, l'opposition, dans le cadre des activités de l'opposition et de la société civile au Gabon, de façon, disons, officielle, le secrétaire général que le président Mambondou a laissé ne participe pas aux réunions de l'opposition plurielle. Maintenant, de même moins que nous avons quelques membres
disons, dans ce que nous appelons l'union du peuple gabonais loyaliste. Si je comprends bien, votre parti ne fonctionne pas réellement. Hein. Il y a un blocage quelque part. Si je comprends bien. Notre parti fonctionne, mais ce fonctionnement est à deux vitesses ou à deux groupes. Pas, voilà. Donc ça ne fonctionne pas réellement. Voilà. Non. Okay. Notre parti fonctionne. Donc, nous avons des conférences téléphoniques avec une partie. Oui, M. Boissa, les conférences téléphoniques ne suffisent pas. Et vous n'avez pas encore réussi certainement à nommer un président. Les structures actuellement de votre parti n'existent que de noms. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire que réellement vous êtes encore actuellement en train de vous chercher encore? Et si vous n'arrivez pas certainement à vous retrouver au niveau donc de l'UPG, comment vous pouvez certainement diriger le Gabon? Bon, nous sommes en train de passer par une période de transition et cette période aura certainement un résultat, soit il y aura en fait une certaine scission ou disons la partie qui a voulu brader le parti au PDG, disons qui a voulu liquider le parti, dont nous appelons la partie liquidationniste. Cette partie pourra, disons, se voir mise en minorité, parce que aujourd'hui, la partie loyaliste, c'est qui? Ce sont les organes, disons, du parti, les organes clés du parti qui font le parti lui-même. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous nous organisons ici dans la diaspora, mais aussi sur le plan local, nous avons les responsables du comité, disons, du comité exécutif, qui sont quand même nombreux, avec qui nous sommes en train de faire un travail de fond qui pourra certainement donner dans les jours qui viennent, disons, la marche à suivre par rapport, bien sûr, à la transition dans laquelle nous sommes en train de passer. D'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure. Je vais permettre au docteur Guilou, certainement, donc, de réagir par rapport à ce qu'il a entendu. Docteur Guilou, bon, vous voyez un peu le problème que nous avons certainement avec l'opposition, généralement en Afrique et surtout au Gabon. Après donc le décès, donc le plus souvent donc du leader, le parti n'existe pratiquement plus, il existe seulement que des noms, il y a certainement des conflits. Ça fait pratiquement bientôt une année, plus d'une année que le monsieur Mamoudou nous a quittés malheureusement. L'UPG n'arrive pas du tout seulement à mettre, si vous voulez, à mettre sa machine en marche. Est-ce que cela n'est pas un peu inquiétant pour l'opposition gabonaise? Non, c'est pas du tout inquiétant. Vous savez, nous avons des partis politiques quand ils sont dans l'opposition qui ne vivent pas des deniers publics. Hein. Ce sont des partis qui se débrouillent tant bien que mal à pouvoir s'opposer à un parti au pouvoir qui détient tous les leviers de la finance et tous les leviers sécuritaires du pays. Donc les partis politiques au Gabon, quand ils sont de l'opposition et qu'ils sont dans une opposition crédible, sont plutôt alloués. C'est-à-dire qu'il faut leur reconnaître leur combativité dans des conditions assez difficiles, hein, notamment le manque d'accès aux médias et à l'expression démocratique. En ce qui concerne l'UPG, pour ma part, je ne rentrerai pas dans les détails des combats internes au sein de l'UPG, mais je dirais quand même que historiquement, l'UPG sous Mamboundou n'avait jamais eu droit à un congrès ou à un congrès extraordinaire ou ordinaire de façon à ce que la base puisse décider démocratiquement des instances du parti et le partage des différents postes de responsabilité. Donc c'est un parti qui était dirigé par la grande envergure et par le leadership de Pierre Mamoundou, et effectivement il est très difficile à la mort de ce leader que les survivants puissent s'organiser correctement et de façon claire, parce que c'était un parti qui était dirigé par quelqu'un uniquement. Donc on comprend bien les difficultés dans lesquelles ce parti se retrouve actuellement, hein,
par rapport à ce passé, c'est tout à fait normal. Et nous avons besoin de l'UPG dans l'opposition, nous avons besoin de tout le monde, et nous espérons vivement que ce parti va pouvoir se réorganiser et créer des organes et un bureau et des institutions qui correspondent à ce que leurs partisans et leurs sympathisants souhaitent. Voilà. Oui, est-ce que là n'est pas aussi le problème? Est-ce qu'on ne peut pas parler un peu, on peut pas parler un peu de, permettez-moi l'expression, je l'emploie certainement au bon sens, un peu de l'hypocrisie, un peu, j'allais dire, des leaders, puisque quand ils sont dans l'opposition, ils parlent de démocratie, alors qu'en réalité, dans leur parti politique, la démocratie n'existe pratiquement pas. Est-ce qu'on ne peut pas parler un peu d'hypocrisie dans le bon sens, un peu, des leaders africains? Vous savez, la plupart des États africains, notamment, hormis quelques exceptions près comme le Sénégal, ont subi la mainmise des partis uniques. Et les partis d'opposition qui se sont créés sous la houlette des partis uniques au pouvoir de l'époque ont eu tendance à greffer leur organisation sur celle du parti unique à laquelle ils s'opposaient. Donc il est normal qu'il y a 20 ans, l'UPG a été créé il y a 20 ans, que la création de l'UPG a été pratiquement mimée ou pratiquement inspirée du parti unique qui régnait à l'époque. Aujourd'hui, force est de constater que les tendances et les mœurs sont évoluées. On ne peut plus trouver aujourd'hui un parti qui se crée et qui ne soit plus démocratique ou qui se résume uniquement à son leader. C'est plus possible aujourd'hui parce que les choses ont évolué et plus personne ne l'accepterait. C'est-à-dire il n'y aurait pas une seule personne qui irait militer dans un parti qui s'organiserait de la sorte. Donc c'est un problème que nous avons eu dans nos pays africains. Ça ne voudrait pas dire que c'était un manque de démocratie. Ça voudrait dire que c'était la mode à l'époque. Moi, je mettrais ça plutôt dans le cadre de la mode et des tendances de l'époque. Et bon, c'était des leaders qui, la plupart, étaient nés avant les indépendances. Donc, il y avait encore cette image, sans que ça soit péjoratif, du village, du chef qui décide et qui, grâce à son aura, attire tout le monde vers lui et il est incontestable. Donc voilà un peu ce qui s'est passé et c'est ce que nous avons vu pendant les 40 dernières années. Mais ce n'est plus possible de nos jours, je ne pense pas. D'accord, je vous sens un peu optimiste. Je sais que le docteur Muketou est là, mais je vais permettre certainement au pasteur Nda, je ne sais pas s'il veut réagir par rapport au débat que nous avons eu tout à l'heure, en attendant de remettre le gros micro au docteur Muketou et aussi à Sister Sarah. Alors, pasteur Nda, avez-vous une question ou bien voilà, allez-y. Oui, Jacques, merci. En fait, vous avez touché un point extrêmement important. C'est cette constante de parti unique. En fait, on a parlé de parti unique, mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle des leaders uniques qui exercent un pouvoir total, une vision unique, n'est-ce pas, dans un parti composé de personnes qui, tout en restant muettes quant à la protestation du comportement du leader unique, n'est-ce pas, parle de démocratie. Alors, résultat, il y a une sorte de contradiction avec ce que ces partis d'opposition entendent faire et réaliser dans un peuple, parmi un peuple qui déjà est essoufflé et est victimisé par un comportement unique. Alors, je voudrais m'adresser à votre interlocuteur, celui qui vient de parler, pour lui demander, mais en fait, comment ils entendent changer cela? Si aujourd'hui, dans les différents partis d'opposition, il n'y a que l'unicité, n'est-ce pas, du leader, comment est-ce qu'ils entendent pouvoir répondre demain au défi d'une population qui elle-même a besoin d'être libérée de cette forme de dictature? Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour cela? Ok, je vous remercie. Vous savez, l'opposition n'est pas le seul organe à animer une activité politique et démocratique dans un pays. Donc elle ne peut pas avoir toute la charge de l'explication
du fonctionnement du système politique. Nous sommes en face, pour le cas du Gabon, d'une dictature d'un parti-État qui gère le pays depuis 45 ans. Cette dictature a créé, à l'époque, par des individualités, une opposition qui était censée être repartie de façon tribaliste. C'est-à-dire, chaque région devait avoir son leader politique, chaque ethnie devait avoir son représentant. Nous sommes héritiers, aujourd'hui, de ce système-là, que nous combattons de toute notre force. Donc, la seule issue à pouvoir avoir une alternative à ce système, c'est l'alternance démocratique. C'est des élections crédibles, c'est une démocratie vivace et vivante. Et c'est pourquoi nous combattons. Nous ne sommes que les victimes, nous la jeune garde, les nouveaux acteurs politiques, la société civile, les jeunes, de ce système qui a perduré depuis 45 ans. Mais que voulez-vous? Il faut bien passer par des étapes pour comprendre. Il faut prendre appui sur le passé pour préparer l'avenir. Donc nous ne pouvons pas renier ce passé-là. Mais ne nous taxez pas d'en être les légataires ou d'en être les avatars. Non, là je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans une dynamique d'ouverture démocratique qui soit pleine et réelle et qui ne tienne pas compte de ces empesanteurs et de ces lenteurs du passé. On a eu une opposition qui, pendant 40 ans, a eu des relations incestueuses avec le pouvoir politique dictatorial. Il faut le reconnaître aussi. On a eu des leaders d'opposition qui sont passés sans le vouloir ou en le voulant par le parti unique parce que c'était la seule tribune d'expression de l'époque. Nous ne pouvons pas les en vouloir aussi. Nous ne pouvons pas leur taxer de ne pas pouvoir changer les choses. Nous les observons, nous voyons où est-ce qu'ils vont et nous travaillerons avec eux s'ils vont dans le sens d'une ouverture démocratique. Donc nous sommes à la croisée des chemins d'un ancien système et d'un nouvel espoir que nous souhaitons de tous nos voeux. Voilà où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous prenons aussi la responsabilité du passé. Nous ne le renions pas. Mais il ne nous condamne pas ce passé. Voilà, c'est certain, on ne vous condamne pas, mais on est soucieux de voir en fait cette expérience réussir, c'est-à-dire la possibilité de transformer cette diversité en... Donnez-nous la chance de l'alternance, monsieur. Ouais. Donnez-nous la possibilité de l'alternance, donnez-nous la possibilité de l'expression. Donnez-nous la possibilité du combat politique. Travaillons à armes égales. Est-ce que vous trouvez normal qu'un parti politique comme le mien, qui ne bénéficie d'aucune subvention de l'État, qui vit avec les maigres cotisations de ses adhérents, puisse avoir la même envergure de kermesse qu'un parti au pouvoir qui gère le pays depuis 45 ans? Et c'est à nous, ce petit parti politique, qu'on va nous demander d'expliquer une situation où nous ne sommes pas des acteurs, mais plutôt des victimes, et que nous souhaitons le changement de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Non, je pense que votre question s'adresse plutôt aux partis au pouvoir et à ceux qui dirigent ce pays depuis 45 ans. Nous sommes plutôt dans une optique d'avenir, et nous attendons des questions qui vont dans le sens de l'avenir. Donc, justement, nous ne pouvons pas passer notre temps à gérer le passé et le passif des autres. Non, c'est certain. Écoutez, oui. Je vais vous permettre de revenir à votre question tout à l'heure. On va voir le docteur Muketu pour animer son émission. Souffrez un tout petit peu, Stenda. Alors, est-ce que vous avez un petit commentaire à nous, quelques petites minutes, et puis avoir le docteur Muketu pour continuer l'émission? Oui, bonsoir Jacques. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. En fait, mon inquiétude était un peu la même que le pasteur Nda. C'est-à-dire, je voudrais demander à notre invité la garantie que l'opposition a de rester unie pour être une force contre ce pouvoir qui m'a l'air assez fortifié par tout ce que nous savons, le soutien de la France et puis d'autres petites tractations souterraines que nous ne connaissons peut-être pas. Alors, comment est-ce que l'opposition compte résister à la tentation de ce système auquel nous avons toujours assisté en Afrique, qui n'est rien d'autre que trahir les autres pour prendre le pouvoir, trahir les autres pour maintenir le pouvoir,
trahi les autres pour être dans les bonnes grâces de la France. Est-ce que l'opposition qui aujourd'hui m'allait d'accord sur tous les points revendiqués va continuer à être d'accord quand on va arriver aux élections? Est-ce qu'un leader d'un parti politique ne verra pas qu'il serait peut-être mieux de trahir les autres pour avoir le pouvoir? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de concurrence ou bien de combat interne au sein de l'opposition? Alors, M. André Boissa. Alors, M. Boissa. C'est moi que nous avons perdu de M. Boissa. Alors, Dr Guilou, allez-y. Et puis, Dr Mouketou, vous êtes en ligne. Alors, prenez donc le gros micro, Dr Guilou, allez-y. Oui, donc, je peux prendre la parole? Allez-y, Dr Boissa. Oui, mais Monsieur Jean-Roger, vous savez que la politique est imprévisible. Hein? La politique, c'est comme, vous savez, certains utilisent certains mécanismes et c'est comme le jeu des dames. Vous ne savez pas où vous allez être au début jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques trous par où vous pouvez passer pour atteindre votre objectif, et c'est pourquoi certains utilisent des moyens machiavélistes pour accéder à leur fin. Bon, mais dans le contexte d'aujourd'hui, vous savez, après le hold-up électoral de M. Ali Bongo, il y a eu quand même un dialogue, disons, parmi les opposants. Ce dialogue était un dialogue qui a pu donner un brin d'espoir au peuple gabonais. Le président Mamboundou, tout le monde sait qu'il a été victime, bien sûr, de ce parti monstre, le PDG, et que plus tard, certains de ses anciens membres